Le sol en Côte d'Ivoire, c'est bien plus qu'une terre. C'est une mémoire, une promesse, mais parfois un champ de bataille, malheureusement. Un terrain ou une maison, c'est souvent toute une vie de travail et d'espoir. Mais pour beaucoup, c'est aussi une source d'angoisse. Un papier qui n'arrive jamais. Un terrain vendu 2 fois. Immeuble qui s'écroule. Familles qui dorment dehors alors qu'elles ont payé. Ce soir, nous allons mettre des mots, MOTS, sur les mots MAUX et poser les questions que beaucoup se murmurent. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a accepté notre invitation. Il est avec nous. C'est donc Bruno Nabagné-Koné que RTI 1 reçoit ce soir, ce mercredi soir exceptionnellement, en lieu et place de mardi soir. Et toutes nos excuses d'ailleurs pour ce décalage. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir à vous. Bienvenue sur notre plateau. C'est toujours avec plaisir. Et avec moi ce soir, vous aurez un autre journaliste, Noël Conan, directeur de publication à leto.net. Bonsoir Noël. Bonsoir Hamza. Au téléphone, Bienvenue Kwao recueillera les questions des téléspectateurs. Elle est déjà installée. Et ici en studio, je recevrai d'autres questions sur cette tablette numérique. Des questions via code QR que vous pourrez poser au ministre en scannant le code au bas de votre poste téléviseur. Monsieur le ministre, commençons déjà par ce petit élément vidéo que notre reporter Seydou Ouattara a réalisé pour nous. Il a promené son micro dans les rues d'Abidjan à la rencontre de celles et ceux qui connaissent l'ADU. Suivons ensemble les différentes réponses. L'ADI, j'entends parler, mais je sais que ça ressemble un peu aux attestations villageoises, mais sincèrement, je ne sais pas trop. Je sais que l'ADU a remplacé l'attestation villageoise qui était là auparavant. Maintenant, l'ADU permet à l'État maintenant d'avoir un droit de regard sur l'attestation villageoise. J'ai regardé une émission télévisée, j'ai appris que c'est l'ADU qui a remplacé l'attestation villageoise. Franchement, pour être honnête, je n'en sais pas trop là-dessus. Je n'ai pas trop d'informations sur l'ADU, mais ce que je sais, c'est que vu que concernant les terrains, il y a eu tellement de problèmes dont l'État a décidé maintenant de pouvoir avoir une visualité sur les terrains. L'ADU a un caractère légal, c'est en matière du domaine foncier. Lorsque vous acquérez un terrain, alors, il faut cette attestation-là pour prouver que le terrain vous appartient. L'ADU, à ma connaissance, c'est une attestation villageoise, voilà, qui est donnée comme un premier document dans la procédure d'obtention d'une attestation de concession définitive, qui est ACD. L'ADU, vraiment, c'est un truc que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. L'ADU, l'attestation du droit d'usage. Monsieur le ministre, vous allez nous dire ce que c'est. Mais avant, je voudrais vous faire remarquer que nous sommes en simultané sur RTI 1, sur le digital et bien sûr sur Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes écoutés partout en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Alors, monsieur le ministre, l'ADU, qu'est-ce que c'est? Merci Hamza, merci à la RTI qui nous donne cette opportunité de communiquer avec les Ivoiriens. L'ADU, certaines des personnes interviewées ont correctement répondu à la question. L'ADU remplace en réalité l'attestation villageoise. Peut-être pour comprendre un peu le cheminement, faut-il faire un petit rappel historique. Entre 1960 et 2002, la pratique, c'était la lettre d'attribution qui donnait droit à un arrêté de concession provisoire qui, lui, débouchait à l'époque sur un ACD. Et entre 2002 et 2013, les choses ont un peu changé, mais la lettre d'attribution est demeurée. Après la lettre d'attribution, donc, il y avait, comme avant, un arrêté de concession provisoire qui débouchait sur un certificat de propriété foncière. Voilà. Et depuis 2013, l'État a décidé d'éliminer ces actes intermédiaires, donc de passer directement d'un document attestant de la propriété coutumière sur une parcelle pour aller directement à l'ACD. Donc ça a été l'attestation villageoise. L'attestation villageoise qui, depuis 2013, est donc utilisée pour accéder à la propriété foncière en milieu urbain. Il se trouve malheureusement
que depuis quelques années, nous avons fait le constat qu'il y avait beaucoup de problèmes liés à cette attestation, problèmes en particulier liés aux attributions multiples qu'il y avait sur une même parcelle. Et il faut comprendre que l'attestation villageoise est délivrée uniquement par les communautés villageoises, signée par le chef de village. Donc sans visibilité de l'État. L'État ou les structures en charge de la gestion du foncier, notamment le ministère de la Construction, n'est informé de l'existence d'une attestation villageoise qu'au moment où le demandeur vient à nos guichets faire la demande d'accéder. Vous comprenez donc que l'État, n'ayant aucune visibilité et vu le nombre important de litiges venant des multiples attributions, nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de faire en sorte que nous ayons ce regard-là, ce regard en amont, avant même que le détenteur de droit coutumier ou la chefferie ne puisse faire la première session à un acquéreur. Donc, la procédure a été complètement remodelée. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été mis en place, mais le document important à l'issue de cette première procédure, c'est la délivrance d'une attestation de droit d'usage coutumier, donc qui s'appelle ADU, cette fois complètement sécurisé, puisque c'est un document qui va être le même pour toute la Côte d'Ivoire, pour toutes les parcelles en milieu urbain. C'est un document qui va être reconnu au premier coup d'œil. C'est un document qui est complètement sécurisé, avec un QR code. Et puis surtout, c'est une procédure en amont qui permet à l'État d'avoir de la visibilité et d'empêcher qu'on puisse avoir deux attestations sur une même parcelle. Et son déploiement reste tout de même lent, très lent, Monsieur le ministre. Ah non? Allez-y. Pas lent, d'accord. Ben, on dit qu'il est inégal. Il semble inégal. Sur l'ensemble des communes. Non, l'ADU est en application. La procédure est en application. En réalité, l'ADU vient d'un texte qui a été pris en décembre 2021, le 8 décembre 2021. Après la prise de ce texte, nous n'avons pas voulu aller directement à la mise en application. Nous sommes passés par un projet pilote. Projet pilote qui a duré grosso modo 1 an et demi sur un lotissement dans un village qui s'appelle Adiopoto 1. Donc ce projet pilote ayant conduit à des conclusions qui étaient positives, nous avons décidé en juin 2024 de lancer l'ADU. Donc, depuis juin 2024, on peut considérer que c'est seulement depuis juin 2024 que les populations ont commencé à être informées. Et nous avons annoncé le lancement officiel de l'ADU à partir du 1er janvier 2025. Lancement qui a été repoussé au 31 mars 2025 pour tenir compte justement de la forte affluence qu'il y avait à nos locaux par rapport à l'ancienne procédure et du fait qu'il y avait peut-être encore un besoin de communication avec les populations, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, une opération qui démarre, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une procédure avec diverses opérations en amont. Donc, c'est une opération qui va démarrer maintenant pour accéder à l'ADU. Il est bien évident que ça ne va pas se faire en quelques semaines. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour le projet pilote dont je parlais tout à l'heure, les ADU sont sur le marché. La première ADU a été signée dans la salle de conférence du ministère il y a 3 ou 4 mois par le chef de cette localité. D'accord. Voilà, donc l'ADU est en place et les choses se déroulent normalement. L'ADU est en place, les terrains seront sécurisés, tel que vous le dites, on l'entend bien, Monsieur le ministre. Mais est-ce qu'ils ne seront pas désormais inaccessibles pour le simple citoyen, justement à cause du prix qui, lui, pourrait être plus élevé? Toutes choses restant égales par ailleurs, il n'y a pas de raison que les prix changent. Mais il y a une raison, Monsieur le ministre. Non, nous exigeons justement des choses qui, jusqu'à maintenant, avaient manqué. Et c'est tout cela qui a malheureusement créé toutes les perturbations qu'on peut observer dans le cadre de vie. Vous allez dans toutes nos villes, vous verrez que l'urbanisme est totalement déstructuré.
nous avons un cadre de vie qui est inapproprié. Nous n'avons pas d'équipement public, nous n'avons pas d'espace pour faire un marché, pour faire un collège, pour faire une gare, etc., etc. Les populations se superposent les unes sur les autres. Non, nous souhaitons profiter de ce changement-là pour aller à des règles d'urbanisme qui soient plus conformes avec les normes qui, elles, existent dans le monde entier. Donc, nous n'avons rien changé. C'est ça. Nous appliquons les normes d'urbanisme telles qu'existent. Mais des choses ont changé pour moi. Si je suis opérateur, si je suis aménageur foncier ou même, voilà, et que les travaux techniques, désormais avec l'ADEU, m'incombent à moi, les droits versés à l'État et tout ça, etc., qui doivent être supportés par les communautés villageoises, mais cela s'entend que cela va être reversé sur le coût final du terrain. Nous le comprenons tout à fait, mais nous pensons qu'aujourd'hui, le niveau d'évolution, le niveau de développement de la Côte d'Ivoire permet cela, ou même exige cela. Parce qu'un lotissement, c'est pas... Exige que les coûts des terrains non, exige que des lotissements soient conformes aux normes. Un lotissement, ce n'est pas que quelques poteaux dans la brousse ou quelques bornes quelque part. Un lotissement répond à un minimum de règles. C'est des poteaux, certes, pour faire le parcellaire, on fait des bornes pour faire le parcellaire, mais ensuite, il y a des voies de circulation qui doivent s'imbriquer avec l'environnement du lotissement. Il y a des équipements publics à prévoir, marché, commissariat, collège, école primaire, aires de jeux, de sport, etc., etc. Donc tout ça, c'est tout ça qui fait un lotissement. L'électricité, l'eau, et puis la viabilisation. C'est tout ça qui fait un lotissement. Les VRD. Les VRD, ce qu'on appelle les VRD, c'est tout ça qui fait un lotissement. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit prendre ce chemin-là pour aller vers des lotissements qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie, du cadre de vie. Mais le cadre de vie, c'est les conditions de vie de nos compatriotes. Donc, sur la question, franchement, nous sommes bien entendu regardants sur ce qui va se faire. Nous essayons d'aider dans la mesure du possible les acteurs par la mise à disposition de ressources financières, etc. Nous allons faire en sorte que les choses ne soient pas hors de prix pour l'Ivoirien. Et puis, il y a plusieurs niveaux, en réalité, de standing pour un lotissement. Il y a des lotissements qui seront des lotissements de base et il y aura des lotissements qui seront des lotissements complets, comme on peut le voir d'ailleurs dans la ville d'Abidjan. Vous prenez un lotissement comme celui de Niangon, nord ou sud, peu importe, et prenez un lotissement comme celui de Golfe 4 à la Riviera. Bon, ce n'est pas le même niveau de commodité offerte. Voilà. Donc, c'est tout cela qui peut-être fera la différence. Mais dans chacun des cas, le lotissement sera conforme aux règles et permettra aux populations de mieux vivre. Et c'est cela que nous visons. D'accord, merci Monsieur le ministre. Mais parlant tout à l'heure de ce qui a permis de passer à l'ADEU, vous avez dit que le ministère n'avait aucune lisibilité dans ce que faisaient les communautés villageoises. Alors moi, je suis un peu surpris parce que quand ils font... Il y a un terrain qui est libre qu'ils veulent mettre en valeur. Le premier acte qu'ils posent, c'est un lotissement. Et ce lotissement-là, le ministère intervient pour approuver. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure que le ministère n'avait aucune lisibilité, j'étais un peu surpris. À partir du moment où le lotissement, lorsqu'il respecte les règles, le ministère prend un arrêté d'approbation. Donc, est-ce que vous pouvez dire qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas de lisibilité en tant que tel? La question est bonne. La première réponse que je donnerai, c'est que le ministère a une visibilité sur le lotissement, mais le ministère n'a pas de visibilité sur les attestations qui sont émises, qui sont remises à des acquéreurs. Donc la communauté villageoise peut parfaitement émettre plusieurs attestations sur une même parcelle. Oui, mais monsieur ça, c'est arrivé. C'est arrivé des milliers de fois. Donc ça, c'est la première réponse que je donnerai. La deuxième, c'est que nous sommes aujourd'hui confrontés à un phénomène qui est celui des lotissements qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation. Aujourd'hui, nous en avons plus de 2000 dans le pays. Voilà, donc les communautés prenaient un lotisseur, prenaient un aménageur, réalisaient un lotissement, commençaient à commercialiser. Et les Ivoiriens de bonne foi
acquéraient ces terrains et puis se rendaient compte au moment de démarrer leur procédure pour l'ACD que malheureusement, il y avait déjà quelqu'un d'autre sur les terrains. Et c'est ça que nous voulons éviter. Voilà, que l'acquéreur de bonne foi soit mis comme ça devant les faits après. Nous souhaitons qu'il soit informé avant de la situation complète de la parcelle. Et c'est ce que l'ADU permet. Oui, mais pour ce qui est de la procédure, ce que je sais, c'est que lorsque un acquéreur veut acheter un terrain, il va auprès de la communauté villageoise et on lui donne l'attestation villageoise. Ensuite, il va au ministère pour s'assurer que c'est bien son nom qui est inscrit dans le guide, puisque le ministère aussi détient un guide à votre niveau là-bas. Donc, quand je vois un peu toutes ces procédures qui ont été mises en place, je suis un peu fort surpris quand vous dites que le ministère n'avait pas de lisibilité. Mais non, encore une fois, je vous réponds qu'il y a les lotissements non approuvés, sur lesquels nous n'avons absolument aucune visibilité. Deuxièmement, je vous réponds que même sur les lotissements approuvés, nous n'avons pas de visibilité sur les attestations qui sont émises au moment de leur émission. Au moment de leur émission. Et c'est seulement quand l'acquéreur d'une parcelle vient à nos locaux, au guichet unique du foncier, pour démarrer la procédure, que nous sommes informés. C'est seulement à ce moment-là que nous allons vérifier l'état domanial, que nous allons vérifier qu'il est bien inscrit dans le guide, etc. Là, malheureusement, vous avez parfaitement compris. En ce moment, il y a déjà, malheureusement, 2-3 ventes sur ce terrain-là. Et souvent, malheureusement, nous-mêmes avons déjà émis un ACD sur ces terrains au moment où le troisième acquéreur arrive. D'accord. Voilà. Et c'est ça que nous voulons éviter. D'accord. Monsieur le ministre, les ACD, justement, comment les ACD s'acquièrent? Dans quel délai? Et qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la prolifération des faux ACD? Ben justement, l'ADU, c'est l'une des réponses qui est apportée. C'est l'une des réponses qui est apportée, ce n'est pas la seule. Plusieurs réponses ont été apportées. C'est toutes les réformes que nous avons faites ces dernières années. Avec l'identifiant unique des parcelles, avec le référentiel géodésique commun désormais, avec le SIGFU qui a été mis en place, le système intégré de gestion du foncier urbain, avec la réforme des lotissements qui a été mise en place avec l'autorisation de lotir, qui est maintenant la première étape de cette procédure qui conduit à l'approbation d'un lotissement, etc., etc. Nous pouvons vous citer comme ça une quinzaine de réformes qui ont été menées et qui permettent aujourd'hui de sécuriser complètement le titre définitif qui va être émis. Vous nous assurez ce soir... L'ACD, pour répondre complètement à votre question, l'ACD c'est quoi? L'ACD c'est le titre de propriété définitif que l'État vous délivre pour dire que, M. Hamza, désormais, vous êtes définitivement propriétaire de telle parcelle, à tel endroit, dans tel lotissement, etc. Voilà. Désormais, il n'en existe plus de l'ACD, c'est ça. Il n'en existe plus de faux, on n'en connaîtra plus des histoires avec des faux ACD ou des ACD. Vous savez, tout à l'heure, je citais toutes les réformes qui ont été menées. J'allais omettre les archives qui ont été complètement numérisées, parce que les archives étaient malheureusement l'un des points faibles également. Donc, tout ce qui relevait du ministère a été corrigé, et il y avait malheureusement cette faiblesse-là qui venait des attestations villageoises que nous avons définitivement corrigées avec l'ADU. Donc nous pensons désormais qu'il va être extrêmement difficile. Vous savez, il ne faut jamais dire que le risque est zéro. Vous savez, le transport aérien, c'est l'un des secteurs les plus sécurisés dans le monde, mais il peut arriver des concours de circonstances qui conduisent à un accident. Donc nous, ça va être la même chose. C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour éviter qu'il y ait un incident. Tout est mis en œuvre, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'à notre niveau. Donc, désormais, et puis même s'il y a un incident, désormais, on saura d'où l'incident est parti, qui en est l'auteur, puisque désormais, toute la chaîne est numérisée. De l'entrée chez nous, vous pouvez aller faire une demande, vous verrez que de l'entrée jusqu'à la signature de l'ACD par le ministre, qui est désormais également numérisée. Donc, toute la chaîne est numérisée. La procédure, c'est laquelle? J'ai mon terrain aujourd'hui, j'ai envie d'obtenir le titre définitif. C'est justement comme ça qu'il ne faut pas... c'est pas de cette façon qu'il faut raisonner. Vous n'avez pas votre terrain et puis vous cherchez à régulariser. Vous commencez
par chercher un terrain dans un lotissement approuvé, qui a fait l'objet d'une approbation par l'État. Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous vous rendez auprès de la communauté, vous achetez votre terrain avec la communauté. Ça ne va pas changer avec l'ADU, parce que beaucoup de gens ont craint que l'État ne s'immisce à nouveau. Non, vraiment, nous n'avons pas du tout cherché à faire marche arrière. Sur la vision du président de la République, M. Alassane Ouattara, c'était de donner ce pouvoir-là aux communautés villageoises. Donc ce pouvoir-là demeure, puisque ce sont les communautés villageoises qui continueront d'émettre, qui continueront de signer, qui continueront de délivrer à qui elles veulent les terrains qui sont dans leur ressort territorial. Donc vous allez auprès de la communauté, vous signez avec elle, vous vous assurez que vous êtes bien inscrit dans le guide, vous vous assurez que votre inscription, que votre nom figure également dans le guide du ministère avec justement la procédure qui est mise en place à travers un commissaire de justice. Donc tout ça va être modifié pour ne pas non plus m'attarder sur la question. Tout ça va être modifié tout simplement parce que malheureusement cette procédure qui était très bien élaborée, je dois dire, quand on vous l'explique, elle est très logique, elle est très cohérente, mais malheureusement, elle a été dévoyée par l'incurie, par des failles qui viennent des acteurs au niveau de la signature, des attestations, mais des acteurs également au niveau même des commissaires de justice qui devraient être totalement infaillibles. Bon, donc tout cela nous a conduit à faire des modifications aujourd'hui dans cette procédure. Donc nous allons quitter la logique des guides pour entrer dans une autre procédure que vous allez qui va permettre d'avoir un répertoire qui, lui, va être totalement sécurisé et permettra de savoir qui sont les personnes. Les failles dont vous parlez, Monsieur le ministre, est-ce que ce sont ces failles-là qu'a pu exploiter M. Komé, Bakary Komé, cette affaire qui a fait grand bruit? Où on en est déjà? Bon, présenté comme ça, vous accusez cette personne. Pour le moment, nous ne nous permettons pas de le faire. Cette affaire qui a fait grand bruit, affaire Komé Bakary, qu'est-ce qui s'est passé et où on en est exactement, monsieur le ministre? Cette affaire, je vais essayer de vous dire ce que nous pouvons dire à ce stade. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il s'agit d'un dossier qui est devant les juridictions et en général, nous évitons de commenter ce qui est devant les juridictions. Mais par contre, vu l'insistance et la demande importante des populations d'avoir la bonne information sur ce dossier, nous nous sommes permis d'expliquer ce qui s'est passé à un moment donné. Ce qui s'est passé, que je reprends ici, c'est que vous aviez un village qui s'appelait Abobo Baolé, qui avait un campement qui s'appelait Djorobité. Et Abobo Baolé avait des terres sur lesquelles, à un moment donné, ce campement s'est établi. Et ce campement a voulu être indépendant au plan de la gestion des ressources foncières qu'elle avait. Et un lotissement qui a été approuvé en 2005 a fait l'objet de litiges entre les deux communautés, au point où elles sont allées devant les tribunaux. Et il y a eu un dénouement de ce litige-là en 2015. Donc 10 ans après. 10 ans après l'approbation du lotissement, je le répète, en 2005. Donc en 2015, en toute logique, où un esprit rationnel aurait fait en sorte de tenir compte des ventes ou des cessions qui avaient été faites avant que le changement ne se fasse. Et il se trouve que ça n'a pas été le cas. Ça fait que les deux communautés ont malheureusement continué à délivrer des attestations sur les mêmes parcelles. Ça ne pouvait que conduire à la situation dont nous avons vu qu'un échantillon. Parce que ce que nous avons vu, c'est qu'une infime part de tout ce qui a existé dans ce lotissement et ailleurs. Aujourd'hui, nous estimons à plusieurs milliers de cas ce type de situation. Donc, où plusieurs
plusieurs attestations Tous ces cas-là ont ne été concernent émises. pas la même personne. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Enfin bon, c'est cette personne. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous avons une dizaine, grosso modo, de dossiers qui concerneraient cette personne-là. D'accord. Bon, sans rentrer dans les détails. D'accord. Bon, une dizaine de dossiers. Maintenant, tous ces documents ont été transmis aux enquêteurs et à la justice. La justice est en train de mener son enquête. Elle nous dira à la fin ce qui s'est passé. Mais ce que je peux dire avec certitude, que j'ai déjà dit ailleurs, donc je peux me permettre de le dire ici, c'est que la délivrance d'un ACD répond à une procédure qui est stricte, qui est la même pour tous les ACD. On vous demande un dossier technique, on vous demande une carte d'identité authentique et valide, bien entendu, et on vous demande une attestation villageoise qui doit, elle aussi, être authentique. Donc signée par le chef de village de la localité concernée. C'est le cas. C'est le cas pour cette personne. Tous les documents qui ont servi à la délivrance des ACD en question sont des documents, à nos yeux, en tout cas, jusqu'à présent, parfaitement authentiques. Maintenant, il revient à la justice, encore une fois. Nous n'avons pas, nous, le pouvoir de trancher définitivement sur une question comme celle-là. Et c'est l'avantage d'être dans un état de droit. L'administration agit selon des règles. Et quand il y a des litiges. Quand il y a des litiges, ben, le justifiable peut aller devant les tribunaux. Et un tribunal peut décider de casser une décision administrative. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, nous nous en tenons aux décisions définitives qui sont prises par les instances judiciaires. Allez-y. Oui, moi, concernant ce cas spécifique, je continue mes enquêtes, mais pour ce que j'ai eu à découvrir, ça abonde dans le même sens que vous avez dit. Hein. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, publiées par certains qui disent qu'ils connaissent le dossier. Mais ce dossier Diorogobité est vraiment délicat. Et la question que j'ai voulu vous poser, je crois que lors de vos interventions par le passé, vous avez dit qu'un chef qui s'amuserait à signer 1, 2, 3 attestations villageoises, il sera poursuivi. Et dans le cas de Diorogobité, je n'accuse pas un chef, mais pour ce qu'on a eu à constater, c'est qu'il y a eu plusieurs attestations signées par des chefs là-bas, soit des attestations signées par des chefs antérieurement et remises en cause par le chef en exercice. Et ce constat-là, lorsque vous l'avez fait, est-ce que vous avez pris des décisions à l'encontre des autorités coutumières qui ont signé ces nombreuses attestations sur une même parcelle? Non, je dois dire que nous nous contentons de traiter les dossiers qui nous sont soumis selon les règles, selon les procédures qui sont en vigueur. Et donc, quand un dossier est complet, il est traité. Et quand d'autres dossiers arrivent, qu'ils soient complets, qu'ils soient incomplets, ils sont rejetés. Maintenant, il appartient à celui qui est concerné d'aller porter plainte. Ce n'est pas à nous, ministère de la Construction, de le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, mais monsieur le Voilà, puisque c'est celui qui a été lésé, c'est celui qui a payé de l'argent pour avoir ce terrain. C'est celui qui a payé de l'argent à une communauté. Donc, s'il n'a pas son terrain, puisque nous, on aura rejeté son dossier, mais c'est à lui d'aller porter plainte. Et je vous dis qu'il y a des milliers de cas. Et ces personnes-là, nous les incitons à porter plainte contre les personnes à qui elles ont payé de l'argent. Parce que si vous avez payé de l'argent pour avoir un bien ou un service en retour que vous ne l'avez pas, mais vous subissez un préjudice et vous êtes parfaitement en droit de poursuivre la personne qui vous a fait subir ce préjudice. Monsieur le ministre, vous êtes parfaitement en droit de le faire. Venons-en au lotissement. Donc nous invitons les populations qui sont dans cette situation à porter plainte. Venons-en au lotissement sauvage, monsieur le ministre. Pourquoi il prospère? Ils ont prospéré sans doute parce qu'il y avait cette faculté donnée aux communautés villageoises de réaliser des lotissements villageois sur des terrains qui relèvent de leur localité. Et ça a sans doute prospéré également parce que les sanctions n'étaient pas suffisamment fortes. Je peux dire aujourd'hui que, nous avons renforcé les sanctions. Aujourd'hui, c'est des peines de prison entre 2 mois et 2 ans.
pour quiconque réalise un lotissement irrégulier. Et c'est la personne qui réalise le lotissement, mais c'est également tous les complices qui ont contribué à réaliser ce lotissement. Ça peut être un aménageur, ça peut être un lotisseur, toute autre personne qui est jugée complice. Et nous avons mis en place, si vous avez suivi notre actualité dernièrement, nous avons renforcé les missions du guichet unique du permis de construire, qui est désormais guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain. Donc, ce guichet unique va désormais étendre ses activités au contrôle des lotissements également. Jusqu'à présent, il ne faisait que le contrôle des constructions neuves. Maintenant, ça va être le contrôle des lotissements. Et si quelqu'un est pris en faute, il subira la rigueur de la loi. On a les réserves foncières, Monsieur le ministre, les réserves foncières destinées aux écoles, aux hôpitaux qui, malheureusement, souffrent de déclassement abusif. Non, il n'y a pas de déclassement abusif, ça je peux vous le dire avec force. Nous avons tous les jours des demandes qui sont refusées. Nous avons toujours tous les jours des demandes qui sont refusées. Puisqu'un déclassement doit faire... Qui demande? Les maires? Voilà, il faut un avis des maires. Je me suis permis à Mans, dernièrement, nous y étions pour les journées portes ouvertes, et je me suis permis là-bas de lancer un appel justement aux maires. C'est eux qui doivent être les défenseurs de ces réserves. Donc il est difficile de comprendre qu'ils soient tous les jours en train de nous solliciter pour des déclassements. Quand c'est des déclassements encore pour des équipements d'intérêt public, par exemple une école privée, par exemple un centre de santé, etc., c'est des choses que nous pouvons comprendre. Mais quand il s'agit de déclassements pour faire du logement, je peux vous assurer que la réponse, en général, est négative de notre part. Parce que tous les jours, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux ceux qui se plaignent que des réserves foncières ont été vendues dans leur localité, dans leur commune. Écoutez, si c'est des choses qui sont faites avant, je peux difficilement commenter. Ce que je peux vous dire, c'est ce que moi, je fais aujourd'hui. Et je peux vous assurer qu'avec les collaborateurs qui sont autour de moi, nous regardons cette question, nous la traitons avec rigueur, avec professionnalisme. SIGFU, Système intégré de gestion du foncier. Fini les interminables files d'attente, les dossiers égarés et les litiges qui empoisonnent la vie des propriétaires. Avec le système intégré donc de gestion du foncier urbain au SIGFU, l'acte de propriété se décroche désormais en quelques clics. Mis en place en août 2021, ce dispositif novateur veut mettre de l'ordre dans un secteur longtemps miné par les lenteurs et les fraudes. Comment ça marche et quels changements pour les usagers? Élément de réponse avec David Soyo. Délai de délivrance d'actes de propriété très long. Complexité dans la démarche. Litiges et contentieux liés au foncier urbain. Voilà le diagnostic de l'univers du foncier. Pour résoudre ces difficultés et changer de paradigme, le SIGFU, Système intégré de gestion du foncier urbain, voit le jour le 2 août 2021. Sa mission, réduire les délais de traitement des actes de 90%, augmenter les capacités de production annuelles à 100 000 ACD dans le district autonome d'Abidjan, mais aussi assainir l'univers du foncier. Nous avons déjà dématérialisé l'ensemble de la documentation domaniale, digitalisé la chaîne foncière au sein du ministère de la Construction. Aujourd'hui, le ministre utilise la signature électronique pour signer les actes et nous avons aussi renforcé en capacité l'ensemble de l'administration foncière au sein du ministère de la Construction. Nous avons encore des défis et ces défis, c'est l'intégration totale avec le cadastre et la conservation foncière. Opérationnel à 98%, le SIGFU se veut un mécanisme moderne et innovant. L'idée, avoir une vue à 360 degrés du foncier en Côte d'Ivoire et permettre à l'usager d'obtenir ses documents en un clic. Mise en œuvre depuis janvier 2023, le SIGFU repose sur 9 composantes, entre autres la fondation, la mise en place d'un identifiant unique des parcelles foncières en Côte d'Ivoire et la mise en place de référentiels géodésiques national. Ensuite, nous avons dématérialisé l'ensemble de la documentation domaniale. Nous avons réalisé des prises de vue aériennes afin d'avoir une orthophotographie et puis un modèle numérique de terrain, donc de constituer une base de données urbaine. La mise en place d'une plateforme applicative qui est un système d'information foncière qui permet le traitement des actes et le suivi des dossiers.
Une composante aussi importante, c'est toute la partie service à l'usager, donc qui est un ensemble d'outils, de plateformes et d'applications que nous mettons à la disposition des usagers, professionnels, mais aussi particuliers. Depuis le 20 avril 2023, le SIGFU, Système intégré de gestion du foncier urbain, a permis de signer de façon électronique 18 726 arrêtés de concession définitive. Prochaine étape, le déploiement de ce système à l'intérieur du pays, principalement à Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Daloa et San Pedro. Monsieur le ministre, le SIGFU, donc, qui est apprécié des usagers, on a des retours, mais il est surtout déjà critiqué pour ses pannes. De nombreuses pannes, nous dit-on. Est-ce que cet outil ne serait pas en train de devenir un outil de blocage supplémentaire? C'est vous qui m'informez qu'il y a des pannes. Je peux vous l'assurer, non. Des pannes à quel niveau? C'est peut-être l'accès à la base de données qui, à un moment, peut présenter des difficultés. C'est ça. Voilà, mais la difficulté, ça peut venir de la surcharge qu'il y a, ça peut venir des réseaux télécoms, puisqu'on passe par les réseaux de télécommunications, etc. Mais sinon, le système marche parfaitement. Tous les jours, je signe des ACD numériquement et ça se passe bien. Et comment garantir la sécurisation des données numériques, justement, les données foncières contre les falsifications numériques? Ben justement, tout ce qui a été mis en place permet, je peux vous l'assurer, d'éviter les falsifications. Quand vous aviez des archives qui étaient manuelles, il était facile de remplacer une pièce par une autre. Numériquement également? Numériquement, non, vous ne pourrez pas le faire. Justement, les sécurités qui ont été mises en place permettent d'éviter aujourd'hui toute falsification de ce point de vue-là. Non, des sécurités très fortes ont été mises en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je peux vous assurer que les sécurités mises en place empêchent toute forme de trafic, de faux, etc. En tout cas, réduit très fortement les risques. D'accord. Noël Konan. D'accord. Monsieur le ministre, on constate que dans la consolidation d'un droit de propriété sur une parcelle, il y a deux ministères qui interviennent. Votre ministère et celui du budget et du portefeuille de l'État. En l'occurrence, le cadastre et la conservation foncière. Je veux savoir un peu quelle est la collaboration entre votre ministère et ces deux services du ministère de la DGI. La collaboration se passe très bien. Nous avons mis en place justement un groupe de travail commun, dans le cadre de la gestion de la chaîne foncière. Et tous les jours, nous interagissons avec le ministère en charge des finances et du budget à travers le cadastre et la conservation foncière, qui sont deux partenaires clés de la chaîne foncière. Je dois d'ailleurs vous dire qu'il y a le ministère des Finances et du Budget, mais il y a d'autres ministères qui sont également impliqués. Il y a le ministère de l'Intérieur qui agit au niveau des enquêtes, et les enquêtes sont une étape extrêmement importante. Donc l'enquête publique qui est faite par la mairie ou par l'administration préfectorale. Et il y a le ministère de l'Assainissement qui agit au niveau de ce qui s'appelle l'avis d'assainissement, donc qui permet de dire si une zone est constructible ou pas, s'il y a des réseaux d'assainissement, etc., etc. Donc tout cela donne un avis avant même l'approbation du lotissement. Et ensuite, effectivement, quand nous avons une demande, un état domanial, une demande de titre est adressée à la conservation foncière, après ce qui s'appelait à l'époque le bornage contradictoire, mais qui va aussi changer dans la nouvelle procédure avec ce que nous appelons le titrement massif. Nous pourrions en parler. Donc, le bornage contradictoire fait par le cadastre, on débouchait ensuite à l'immatriculation de la parcelle, et c'est cela qui permettait qu'un ACD soit signé. C'est pour ça que quand nous avons des accusations du type oui, il y a plusieurs ACD sur la même parcelle, ou bien on m'a volé mon terrain avec un faux ACD, ce n'est pas possible. Parce que tous ces acteurs-là sont indépendants les uns des autres. Chacun traite de la façon la plus rigoureuse, la plus professionnelle à son niveau, et ne donne pas suite quand il y a un problème. Donc quand l'ACD revient
quand la demande d'immatriculation revient avec une réponse positive, que la parcelle est immatriculée, c'est seulement là qu'un ACD peut être délivré au demandeur. C'est d'ailleurs tout ça aussi qui explique les délais. Parce que ça, nous entendons aussi des gens qui se plaignent de la longueur du traitement, etc. C'est parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il faut que tous ces acteurs-là travaillent de façon totalement convergente, collaborent de la meilleure façon. C'est ce que nous essayons de faire. Mais chacune des étapes peut prendre du temps parce qu'il s'agit de vérification, il s'agit de contrôle. Et le titre de propriété, une fois qu'il est émis, il faut qu'il soit définitif. Et c'est ça qui nous pousse à être aussi rigoureux à chacune des étapes, donc à prendre le temps nécessaire à chacune des étapes également. D'accord. L'adressage des rues, Monsieur le ministre, où on en est exactement? L'adressage, je dois d'abord dire que c'est l'un des projets dont je suis le plus fier dans cette fonction-là. Parce que, vous savez, notre pays a fait plusieurs tentatives par le passé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui malheureusement ont conduit à des échecs. Et cette fois-ci, nous avons créé les conditions du succès de l'opération. Et aujourd'hui, je peux considérer que c'est un succès. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la ville d'Abidjan a été divisée en 5 zones. Pour 4 des zones, c'est-à-dire tout Abidjan Sud, donc Port-Boué, Koumassi, Marcory, Trècheville, c'est fait. Toutes les opérations sont achevées, c'est-à-dire les enquêtes, le pochage, la toponymie, et aujourd'hui la pose des plaques. Donc tout ça est terminé. Le plateau, c'est terminé. Atekoubé, c'est terminé. Adjamé, c'est terminé. Cocody est en cours. Au niveau pose des plaques. Les commandes des plaques sont passées pour Abobo et Anyama. Et il ne reste plus aujourd'hui que Yopougon, où nous sommes en attente de la décision du Conseil des ministres, puisque désormais, c'est le Conseil des ministres qui, en dernier ressort, valide les toponymes. Donc les noms donnés aux voies de circulation. Et, voilà. Et nous sommes en attente de ça uniquement pour Yopougon aujourd'hui. Et dans l'intervalle, nous avons démarré les opérations dans un certain nombre de localités de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, à Yamsokro, Korogo, Daloa. Les opérations se passent bien là aussi. Nous sommes encore au début de l'opération, donc au stade des enquêtes et du pochage. Il y a les rues et il y a les numérotations des domiciles aussi. Oui. Dont beaucoup ne comprennent pas la logique. Je vais essayer, cette question nous est souvent posée, je vais essayer de l'expliquer facilement. Vous savez, nous sommes dans un environnement urbanistique qui est encore très dynamique. Nous n'avons pas l'ancienneté ou l'historique, par exemple, d'une ville comme Paris ou d'une ville comme New York, où les choses sont relativement figées. Vous partez, vous revenez, vous allez voir que le numéro 10, il est toujours au numéro 10. Alors que nous sommes ici dans un environnement qui change tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des cours communes qui vont se transformer en immeubles. Vous avez des immeubles anciens qui vont être démolis pour être remplacés par des villas qui sont remplacées par des cités, etc., etc. Donc, nous avons pris en compte ce qui est justement proposé pour ce type d'environnement. C'est une numérotation qui est appelée... c'est une numérotation qui permet de retrouver un lieu par rapport à la distance qu'on parcourt pour y arriver. Donc, c'était plus simple que de prendre une numérotation séquentielle qui fait 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Enfin, les nombres pairs à droite, les impairs à gauche. Bon, c'est ce qui se fait dans les environnements qui sont complètement stabilisés. Mais dans notre environnement, ça a été une erreur d'aller sur ce type de numérotation parce que très rapidement, ça allait être chamboulé. Très rapidement, on allait se retrouver avec des bis, des terres, des quaterres, etc. Et plus personne n'allait se retrouver. Donc nous avons préféré partir sur une numérotation qui est simple, qui permet, avec la distance, de retrouver un numéro. Et ça ne va pas changer. Si vous êtes au 70, ça veut dire que vous êtes 70 mètres après
la rue principale qui accède à votre domicile. Vous êtes à 70 mètres. Donc, quel que soit le changement qu'il y aura, vous serez à 70 mètres. Même si quelqu'un d'autre se construit à côté, ben, il sera au 75. Et moi qui cherche il le sera 70, au 80. je dois compter 70 mètres. Non. Si quelqu'un vous dit qu'il est au 70 rue Tan, ben, avec aujourd'hui la solution numérique, vous irez directement devant son domicile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en avançant dans la rue, vous verrez sans doute le 62, et puis après le 62, vous allez tomber peut-être sur le 70, il y a 8 mètres entre les deux. Voilà, donc c'est une logique qui est facile à comprendre et qui est surtout adaptée à notre environnement. D'accord. Monsieur le ministre, cette dernière question avant qu'on passe à l'axe 2 de notre émission, c'est la pratique des taxes de complaisance, monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il nous est parvenu que ces taxes-là sont imposées par certains services avant, par exemple, de signer un dossier foncier. Vous en avez connaissance, monsieur le ministre? Je ne sais pas ce qu'on peut appeler une taxe de complaisance. C'est-à-dire certains propriétaires fonciers, par le biais, par exemple, d'aménageurs, sont carrément dépossédés d'une vingtaine, d'une trentaine et même d'une cinquantaine de lots au moment de faire approuver un site. Par exemple, soi-disant pour faire accélérer le dossier. Vous n'en avez pas encore entendu parler? Franchement, si ça existe, ça veut dire que ce n'est pas officiel. Si c'est officiel, en ce moment, il y a des textes qui régissent cela. Et je sais que des questions nous sont souvent posées sur ce qui s'appelle, et qui est mal nommé d'ailleurs, mais que j'ai trouvé là, je n'ai pas changé la dénomination, qui s'appelle la part sociale, mais qui vaut pour les ACD sur les grandes superficies. Mais c'est tout simplement parce que dans un lotissement normal, vous avez ce que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez des équipements publics. Vous avez un espace pour un commissariat, un espace pour un marché, vous avez un espace pour une gare peut-être, un espace pour une école primaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand vous donnez un ACD sur une grande superficie, 5 hectares, 10 hectares, voire même davantage, il ne faut pas empêcher l'État un jour d'établir un service là, s'il en a besoin. Donc cette part sociale, en réalité, sert à cela. Donc, il y a une partie du lotissement qui va être affectée à des usages futurs de l'État. D'accord. Bon, je pense que c'est justement concernant... Mais sinon, ce que vous êtes en train de dire, vraiment, ça ne se fait pas au ministère. On l'entend. D'accord. On l'entend, et personne d'ailleurs... On l'a entendu comme vous, mais personne, et on s'est dit qu'on allait vous poser la question. Mais personne d'ailleurs, quand vous demandez des preuves, personne ne vous en apporte. Alors que ça doit être facile aujourd'hui d'apporter des preuves en disant tel jour, pour faire approuver tel lotissement, voilà ce qu'on m'a exigé. Ils ont peut-être peur que leur dossier soit bloqué. Non, mais si le lotissement est déjà approuvé, il n'y a aucune peur. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, vous savez, souvent, nous entendons ce type d'accusation. Mais il n'y a pas de preuves. Bon, nous répondons par un sourire parce que je ne vois pas très bien quelle réponse on peut donner à ce type. Construction anarchique. Elle pousse comme des champignons, souvent sans permis ni respect des règles d'urbanisme, défigurant nos villes et fragilisant leur développement harmonieux. À Abidjan comme ailleurs, les constructions anarchiques inquiètent les autorités. L'État a décidé de serrer la vis, contrôle renforcé, sanctions, mais aussi sensibilisation. Jean-Luc Gbangbo a rencontré le directeur du guichet unique du permis de construire et du contrôle urbain, M. Lanciné Sidibé. On va suivre cette interview. À Abidjan, certains quartiers poussent comme des champignons, sans plan directeur, sans autorisation et souvent au mépris des règles de sécurité. Ignorance des textes, incivisme, spéculation foncière, les causes sont multiples. Mais la conséquence est la même, un environnement bâti, désordonné et parfois dangereux. Lorsque vous êtes installé dans un lotissement qui n'est pas approuvé, vous avez déjà commencé à faire une construction anarchique. La deuxième étape, c'est de commencer à construire sans autorisation. Vous commencez à construire votre maison sans avoir au préalable un permis de construire. Si vous avez un permis de construire, que vous commencez à construire sans recourir aux professionnels, à un architecte qui a fait la conception, à un ingénieur qui a fait le dimensionnement, à une entreprise qualifiée pour faire les travaux de construction, vous continuez dans l'anarchie. Face à cette prolifération, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a renforcé son dispositif de contrôle. Les brigades passent au peigne fin les chantiers.
Le Code de la construction de l'habitat qui a été adopté en 2019 a prévu 3 types de sanctions. La première sanction, ce sont les amendes administratives allant de 12 500 à 20 000 francs par mètre carré par plancher. Et effectivement, on a vu des maîtres d'ouvrage qui ont payé des amendes à hauteur de 50 millions. C'est des fortes amendes qui permettent de dissuader les constructions anarchiques. La deuxième sanction, ce sont les poursuites judiciaires. Vous pouvez être condamné de 6 à 1 an de prison pour avoir construit sans avoir respecté la réglementation en matière de construction. Et la troisième sanction, c'est la démolition pure et simple de l'ouvrage construit sans avoir respecté les règles de construction. Chaque année, nous procédons à la démolition d'une centaine de maisons dans le district d'Abidjan. Objectif, assainir le cadre bâti et garantir aux citoyens un environnement sûr et réglementé. Un rappel pour tous les bâtisseurs, obtenir un permis de construire n'est pas une formalité, c'est une obligation légale et un gage de sécurité pour tous. Merci beaucoup, Jean-Louis Gbangbo. Monsieur le ministre, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi tant de constructions anarchiques échappent tant à votre contrôle? Mais avant d'y répondre, Monsieur le ministre, on va rejoindre Bienvenue Kwao. C'est notre journaliste qui est de l'autre côté et qui recueille les questions des téléspectateurs. Alors, bienvenue. Si vous m'entendez, allez-y pour les quelques questions que vous avez pu recueillir. Hamza Diaby, bonsoir à toutes et à tous. Le sujet intéresse, ils ont été nombreux à nous appeler ce soir. Le premier appel nous vient de Madame Nguessan, elle nous a joint d'Abidjan. Madame Kofi a accueilli un terrain vers l'autoroute du Nord, non loin du poste à péage. Depuis 2 ans qu'elle possède le terrain, elle n'a pas encore reçu son ACD. Elle aimerait savoir qu'est-ce qui entrave réellement l'obtention de son ACD. Le deuxième appel est de Kwazio Franck de Daloa. Sa question, les acquéreurs qui ont déjà lancé la demande d'ACD doivent-ils encore payer pour la demande d'ADU? La troisième question est de Thier David, nous a joint de Daloa. Sa question, si un lotissement n'est pas approuvé par le ministère, que font les propriétaires terriens dans ce cas? Bienvenue Kwao. Monsieur le ministre, voilà 3 questions pour vous. Merci. Pourquoi, je commence par celle que vous avez posée, pourquoi autant de constructions non autorisées? L'incivisme. Nous ne voyons pas d'autres explications. L'incivisme, peut-être la cupidité, parce qu'il est difficile de comprendre que quelqu'un se mette volontairement en risque, en situation de risque. Puisque vous construisez une maison, mais vous devez, en toute bonne logique, vous assurer que dans cette maison, vous allez être en sécurité, que tout va bien se passer. Nous comprenons difficilement que quelqu'un qui met 200 millions, 300 millions pour construire un immeuble ne prenne pas le minimum de précautions que la loi lui impose. Au-delà même de la loi, le bon sens devrait le lui imposer. Donc, on a du mal à le comprendre. Et c'est pour ça que nous sommes aussi rigoureux. Le directeur l'a dit tout à l'heure. Entre 2018 et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 500 bâtiments qui ont été démolis, avec un pic de 165... Pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la Côte d'Ivoire, mais principalement à Abidjan, avec un pic de 165 bâtiments en 2022. 165 bâtiments ont été démolis en 2022. Bon, et chaque fois que, et aujourd'hui même encore, j'ai signé des autorisations de démolition. Aujourd'hui encore, pour des bâtiments qui sont à risque. Comment ça se fait, monsieur le ministre? Sur Adjamé. Comment ça se fait qu'ils arrivent à un tel niveau avant d'être détruits? Bon, vous savez, un bâtiment, premièrement, un bâtiment ne s'est pas forcément construit dans les derniers mois. Il y a des gens qui ont démarré un bâtiment il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui sont encore en train de l'achever. Donc, nous nous rendons compte au moment où il y a des personnes qui travaillent sur le chantier. Donc, souvent, c'est des bâtiments anciens. Parce qu'ils ont été crépis, on a le sentiment qu'ils viennent d'être construits. Mais souvent, c'est des bâtiments anciens. Bon, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous démolissons même des fondations. C'est-à-dire que quand vous avez démarré et que vous n'avez même pas le minimum requis pour démarrer la construction, que nous nous en rendons compte, nous procédons à la démolition. Et ça arrive aussi.
Donc, j'avoue, la tâche est énorme, mais nous pourrions être aidés par les populations. Si les populations faisaient preuve d'un peu plus de responsabilité. Est-ce qu'elles peuvent vous appeler? C'est quoi le numéro vert du ministère? C'est le 1378, j'espère que je ne me trompe pas. Le 1378, donc, qui est le numéro vert, qui est ouvert aujourd'hui, accessible. Et nous avons tous les autres contacts du ministère, le site web et tous les autres sur lesquels on peut parfaitement. Et nous avons effectivement souvent des dénonciations qui nous permettent d'agir, donc d'aller sur le terrain, de faire les vérifications nécessaires et, si c'est nécessaire, de procéder à la démolition. Voilà. 2 ans sans... Et cela a permis de réduire très fortement le nombre d'effondrements. On ne le voit pas parce que malheureusement, dès qu'il y en a un, ça crée beaucoup d'émotions. Mais nous avons connu 11 effondrements en 2020. 11 effondrements en 2020, ce n'est plus arrivé. Nous avons aujourd'hui maximum 2, 3. Et notre ambition, notre objectif, c'est d'être à 0 effondrement. Et nous pouvons parfaitement être à 0 effondrement. Oui. Parce que les bâtiments qui sont les plus à risque aujourd'hui, ce ne sont pas les plus complexes. Vous voyez bien la tour F qui est en train de se construire, qui est un bâtiment d'une complexité très grande. Mais qui se construit avec toutes les conditions de sécurité. Mais les populations disent avoir l'impression que les agents de contrôle ferment les yeux sur certains chantiers. Mais il faut les dénoncer. Vous savez, la Côte d'Ivoire est grande, Abidjan est grand. Je peux vous assurer que je fais le contrôle moi-même. Certains week-ends, je prends ma voiture, je me mets au volant et je tourne dans la ville pour m'assurer, pour voir les bâtiments qui poussent. Et éventuellement interpeller les collaborateurs qui sont là. C'est ça. Bon, ils m'entendent souvent là-dessus. 2 ans sans ACD, Monsieur le ministre. C'est le problème, la préoccupation de Mme Kofi. Vous savez, un cas posé comme ça, il est difficile d'y répondre. Je vous ai expliqué tout à l'heure la procédure qui implique 4 ministères. Est-ce que c'est un lotissement approuvé? Je ne sais pas. Si le lotissement est approuvé, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un d'autre sur sa parcelle? Je ne sais pas. Donc, comme ça, au pif, on peut difficilement répondre à une telle question. Ouais. Si l'ACD, la demande d'ACD, c'est déjà payé, ça c'est quoi, Franck? Est-ce que l'ADU, il doit encore la payer? A priori, non. Si la demande est déjà introduite chez nous, surtout si la personne était déjà dans le guide villageois qui a été figé au 31 décembre ou au 31 mars, il n'y a plus d'autres démarches à faire. Voilà. Maintenant, si elle n'est pas dans ce guide, là, c'est une toute autre démarche qui est aujourd'hui régie par une circulaire qui a été produite le 1er avril 2025, donc qui traite tous les cas anciens d'attestation qui n'avaient pas été traités avant le 31 décembre 2024. Donc, là aussi, difficile de... Et la dernière question de nos téléspectateurs, c'est si un lotissement n'est pas approuvé, que fait l'État? Nous sommes dans une opération aujourd'hui de régularisation, dans la mesure du possible, qui est très lourde. Et justement, pour arriver à la mener dans des conditions efficaces, nous avons décentralisé le traitement de ces opérations de régularisation. Donc aujourd'hui, nous avons des commissions départementales qui travaillent sur ces questions, qui remontent éventuellement au ministère les conclusions de leurs travaux qui permettent éventuellement de décider de la régularisation du lotissement ou pas. Mais ce sont des opérations très lourdes sur des lotissements généralement qui sont anciens, avec des populations qui habitent là depuis très longtemps et qui souvent ne voient pas l'intérêt d'acquérir un titre de propriété. Donc, il faut déjà les convaincre, il faut déjà leur expliquer, les sensibiliser et leur montrer l'intérêt qu'elles ont à le faire. Donc, nous le faisons, mais sur une masse qui est très importante parce qu'il s'agit de lotissements qui ont été malheureusement accumulés depuis 30-40 ans. Très, très longtemps. Noël Conan. D'accord. Monsieur le ministre, je vais vous poser 2 questions. Allez-y. Voilà, je vais aller un peu rapidement. Concernant le respect du code de l'habitat, tout à l'heure, vous avez souligné un point important, c'est que les citoyens se doivent de le respecter. Mais je vais vous soumettre un cas concret qui se passe actuellement à Biétry, où vous-même, vous avez signé
un arrêté de dérogation qui lui permet, normalement dans la zone, c'est R+1. Mais votre arrêté permet à ce particulier-là de construire R+12. Mais ce qui s'est passé, c'est que le permis de construire ne lui appartient pas. Donc, la question que j'allais vous poser, est-ce que le permis de construire est cessible? Ça, c'est la première question. Maintenant, dans le permis de construire, il devrait occuper 60% de l'espace. Dans votre jargon, on appelle ça 60% du COS. Mais cet opérateur occupe 100% de cet espace. Et le chef d'antenne de la zone a été interpellé par les riverains, mais cet opérateur continue à construire impunément. Donc, voilà un cas que je vous soumets qui est flagrant, mais l'opérateur continue de construire. La deuxième question concerne les lotissements, je vais dire, les approbations de lotissement, plan de lotissement, un lotissement qui existe, mais vous prenez un arrêté d'approbation de redressement, je crois que c'est le thème, redressement ou régularisation. Il y a un cas concret aussi à Mputo. Là-bas, il y a eu un arrêté que vous avez, le ministre Mamadou Sanogo a pris à l'époque, un arrêté pour régulariser ce lotissement-là. Mais il savait qu'ils ont déformé cet arrêté-là en faisant un autre plan sur le premier arrêté qui a été approuvé. Est-ce que cela est possible? Bon, vous posez des questions qui sont difficiles, tout simplement parce que, encore une fois, la complexité de la matière foncière fait que, pour chacun de ces dossiers, il faut nous apporter toute la documentation que vous avez. J'ai les éléments de preuve là. Voilà. Donc, et surtout, il faut que nous prenions le temps de regarder, de vérifier, de comprendre. Et c'est seulement après cela que nous pouvons donner une réponse, qui soit une réponse complète. Maintenant, pour essayer de donner, pas une réponse forcément, mais une explication possible à ce qui a pu arriver. Dans le premier cas, vous savez, la décision a été prise à un moment donné de densifier certains quartiers. Densifier certains quartiers pour réduire le coût des VRD, donc le coût que l'État supporte aujourd'hui pour apporter de l'eau, de l'électricité, des équipements publics, réaliser des ouvrages d'assainissement, etc. Nous avons, donc ça c'est une première explication. La deuxième explication, c'est réduire le coût unitaire de l'occupation d'une parcelle, parce que ça permet, par exemple, à 20 personnes d'occuper une parcelle sur laquelle il y avait une personne. C'est le cas, par exemple, si vous allez aujourd'hui en zone 4 à Marcory, vous allez voir que des villas sont remplacées par des R+12. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des dérogations. Tout simplement parce que nous avons pris le temps de procéder à la modification ou à la révision des règles d'urbanisme de hauteur. Et ce qui est en cours. Il y a des plans d'urbanisme de détail qui sont en train d'être réalisés pour certains quartiers. Dans ces plans d'urbanisme de détail, il y aura des règles d'urbanisme de hauteur qui vont être définies et qui vont s'appliquer complètement à la zone. Donc, il va arriver un moment où nous pourrons vous dire, dans cette zone, dans telle zone, voilà les règles de hauteur. Et tout le monde devra s'y plier. Mais ça nécessite un travail en amont, qui est un gros travail qui est en train de se faire. Une fois qu'il va être fait, il y aura sans doute moins de plaintes de ce point de vue-là. Puisque des zones qui étaient en R+1 seront peut-être en R+5, en R+6, en R+12, comme à Marcory, on peut le voir. Donc, dans le cas d'espèces, si nous avons tous les éléments, on pourra vous répondre. C'est la même chose pour les autres éléments. Vous avez parlé du coefficient d'occupation donc du sol, le COS, qui varie également d'une zone à l'autre. Et pour lequel également, nous sommes amenés à donner une dérogation. Donc, dans le cas d'espèces, je ne sais pas. Est-ce que la dérogation l'indiquait si ça indiquait 60% ou 100%. 60%, mais il est à 100%. Bon, donc là, c'est le contrôle, c'est la brigade de contrôle qui peut, puisqu'elle a cette mission de vérifier l'application, la bonne application de la dérogation qui a été délivrée ou du permis de construire.
Donc, si la construction n'est pas conforme au permis qui a été délivré, on fait arrêter les travaux. Les Donc permis de construire, monsieur le ministre, il y en a des faux, on peut en trouver des faux. Bon, pour le moment, on ne nous a pas remonté de faux permis. Bon, vous savez, il y a le permis de construire, mais aujourd'hui, nous imposons surtout le panneau de construire. Vous pouvez voir de plus en plus de panneaux qui sont affichés devant les chantiers. Donc, le panneau permet, au moins à la brigade, quand elle arrive, et que le maître d'ouvrage n'est pas là ou que le chef du chantier n'est pas là, de savoir la nature du chantier et puis de voir si c'est conforme. Donc on peut procéder à des contrôles, même en l'absence du permis qui a été délivré. Et l'assurance chantier obligatoire? Nous y travaillons. Enfin, l'assurance chantier, elle est déjà obligatoire. Oui, elle est obligatoire. Non, elle est déjà obligatoire. Non, elle est obligatoire. Vous savez... Mais est-ce qu'elle est réellement appliquée sur le terrain? Quand nous exigeons un permis de construire et que nous exigeons le recours à des professionnels, en réalité, c'est une façon d'imposer ce qui est dans la loi. Tout simplement parce qu'un professionnel, architecte, ingénieur conseil, ne va jamais enfreindre la loi. Il ne va jamais vous accompagner dans un projet qui est illégal. Et c'est pour ça que nous imposons cela. C'est dans la loi. Ce n'est même pas nous qui le disons. Le recours à un architecte, c'est dans la loi. C'est obligatoire pour tous les projets de construction réalisés en milieu urbain. Et même le recours à un ingénieur est également obligatoire. C'est nous qui avons fait un petit bémol en ne l'imposant que pour les constructions au-delà de R+2, pour éviter justement de mettre une pression trop forte sur ceux qui font juste une petite villa, etc. Donc au-delà de R+2, nous exigeons cela. Mais un ingénieur, et nous avons d'ailleurs travaillé en 2024 sur la mise en place d'un ordre des ingénieurs et des ingénieurs conseils, justement pour avoir un meilleur contrôle là aussi du travail, sur le travail qui est fait par ces personnes-là, qui sont très importantes dans le circuit de construction et qui, jusqu'à maintenant, ne disposaient pas d'un ordre. Donc aujourd'hui, il y a un meilleur contrôle sur ceux qui font les travaux, il y a un meilleur contrôle sur la formation, il y a un meilleur contrôle sur les travaux même qui sont exécutés. Donc un ingénieur peut être sanctionné si il a fait des travaux qui ne sont pas conformes aux normes. La tour F du plateau, oui. État des lieux, où on en est, monsieur le ministre? Ben, les travaux avancent bien. Les travaux avancent bien. La structure est... Il y a beaucoup de retard. La structure est achevée. Vous savez... Des retards et des surcoûts. Enfin bon, je vous laisse la responsabilité de ce que vous êtes en train de dire. Je vous demande. Non, je vous laisse la responsabilité de ce que vous êtes en train de dire. Ce que je peux noter, effectivement, c'est qu'il y a eu des retards pour beaucoup de raisons. La Covid a entraîné des retards. Il y a eu également un moment des hésitations au niveau du niveau définitif que la tour devait... On sera à combien? Aujourd'hui, c'est la forme initiale, donc celle avec 76 niveaux, donc R+75, plus une flèche au-dessus, donc de 400, qui va permettre d'atteindre la hauteur de 421 mètres. Bon, donc c'est ce projet qui a en définitive été retenu. Vous savez, ce genre de projet, il faut plutôt saluer le fait que ce travail a été fait jusqu'à maintenant sans incident. Sans incident. Je peux vous assurer que c'est une prouesse pour ce type de construction, surtout en environnement complètement urbanisé. Donc c'est vraiment une prouesse qu'il faut saluer. J'en profite pour féliciter toutes les équipes qui travaillent, qui sont nombreuses, qui travaillent sur ce projet, et les 2000 Ivoiriens qui travaillent sur ce projet, qui apprennent à partir de ce projet et qui demain pourront travailler. Vous avez un délai de fin de projet? Aujourd'hui, je vous l'indiquais, la structure béton où le gros œuvre est achevé. Nous pensons qu'il faut compter encore jusqu'à fin 2026 pour tout le second œuvre. À l'intérieur, et comme c'est quand même un immeuble important qui va servir en partie ou totalement à l'administration, il faudra l'équiper. Donc nous pensons qu'on peut éventuellement envisager une occupation
de cet immeuble à partir de la mi-2027. Entre fin 2026 et mi-2027. D'accord. Comme nous sommes au plateau et qu'on parle des tours, je pense à la pyramide. Qu'est-ce qui est prévu pour la pyramide? La pyramide, le projet, il est prévu qu'elle soit rénovée. La pyramide, depuis les changements qu'il y a eu il y a quelques années et qui ont créé le ministère en charge du patrimoine, la pyramide, le dossier pyramide a été transféré à ce ministère-là. Donc, je peux difficilement vous en parler, mais le projet était déjà qu'il soit rénové, et surtout qu'il soit rénové dans son format actuel. Il était décidé de le rénover sans trop le modifier pour garder cette image d'icône de la ville d'Abidjan. D'accord. Axe 3 de notre émission, Monsieur le ministre. Quelle réponse à la problématique du logement? Il nous reste malheureusement très peu de temps. Les logements sociaux en Côte d'Ivoire, quel état des lieux? Là aussi, nous avons essayé d'avancer le mieux que nous pouvions dans un environnement qui était extrêmement difficile. Il est peut-être important de revenir là aussi à l'histoire ou à l'historique de ce projet. Ce projet, il a démarré en 2013. Il a démarré en 2013 et à l'époque, l'État souhaitait que ce projet soit réalisé par des privés. J'insiste là-dessus, par des privés. Donc, que l'État accompagnait avec des facilités. Facilités fiscales, réalisation des VRD primaires et puis la mise à disposition ou la facilitation de l'accès au foncier. Donc voilà ce que l'État accordait, qui permettait au privé de réaliser le projet. Mais le privé, donc, recherchait le financement, le privé construisait et le privé commercialisait. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, il était difficile pour l'État d'atteindre l'objectif qu'il visait, c'est-à-dire faire en sorte que ces logements-là soient destinés prioritairement aux personnes ayant le moins de moyens. Puisque ce privé qui a financé, il cherchera à vendre le plus rapidement possible. Donc si M. Diaby vient lui proposer l'acquisition de 2 villas et qu'il a le chèque en face, il est tenté de prendre le chèque. Vous voyez, donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et qui nous a conduit à faire cette réforme, là aussi importante, en 2023-2024, qui a consisté à maintenir, premièrement, le projet initial, donc ce qui va continuer à se réaliser avec, comme je l'ai indiqué, le privé. Donc cet objectif, c'est 150 000 logements. Donc, qui 2013-2023, on a attendu un peu trop longtemps, non, Monsieur le ministre? Je peux difficilement vous répondre là aussi. Bon, je n'étais pas là. Je suis arrivé, avec les équipes, nous avons fait nos analyses et nous avons décidé de procéder autrement. Donc, nous avons fait la proposition d'aller sur un projet qui désormais implique complètement l'État. C'est le projet, ce qu'on appelait le projet d'urgence de 25 000 logements, donc qui permet d'amorcer la pompe. Dans ce projet d'urgence, c'est l'État qui recherche le financement. C'est l'État qui réalise, c'est l'État qui fait des appels d'offres, qui sélectionne les constructeurs, qui supervise les travaux. Et c'est l'État qui va procéder à l'attribution à travers ce qui s'appelle la CONALOG, la Commission nationale d'attribution des logements sociaux. Donc là, effectivement, on peut atteindre désormais l'objectif qui était visé au départ, puisque c'est la CONALOG qui va définir premièrement les critères d'attribution et qui va ensuite procéder à la sélection des personnes qui seront les acquéreurs. Donc, et avec un mode d'accès qu'il est important là aussi de le dire, qui n'existait pas dans le premier cas de figure, parce que le premier cas de figure, c'était la construction-vente. Autrement dit, pour accéder, il fallait que vous veniez, même pour le logement social à 12,5 millions, il fallait que vous trouviez un financement de 12,5 millions. Il fallait que vous veniez avec 12,5 millions sur vos ressources propres ou par un emprunt. Aujourd'hui, nous avons la location-vente et nous avons la location simple. Donc, ils vont permettre, là, d'atteindre plus efficacement, plus facilement, la cible qui était à l'origine visée par ce projet de construction de logements sociaux et économiques. Donc, je peux dire que le projet avance bien, puisque nous avons procédé à des lancements.
avec Monsieur le Premier ministre, donc à la BAE de Yopougon, à Coupé-Zegui. D'autres sites ont déjà été retenus, notamment celui de la zone industrielle de Yopougon, celui de Yamsokro, de Boaké, de San Pedro, de Korogo. Donc c'est vraiment un projet qui est progressivement en train de... Ce sont des logements sociaux, mais on entend beaucoup de gens se plaindre que les vrais bénéficiaires, en fait, sont des boss, sont des... Ben, je viens en réalité de répondre à cette question. Je viens de répondre à cette question en disant, hier. Vous êtes en disant qu'il y a eu le projet ancien où le privé avait été mis au centre et que ce privé, on ne pouvait pas l'empêcher de rentabiliser son investissement malgré le soutien qui lui avait été apporté par l'État. C'est ça. Bon, et je vous ai indiqué la réforme qui a été faite qui me paraît importante avec la Conalogue, premièrement, et ensuite avec la location-vente et la location simple. Donc, les vrais bénéficiaires seront qui vont ceux permettre qui sont... cette fois vraiment d'atteindre la cible qui était visée. D'accord. Ouais. Les 25 000 logements, le programme, on en est où à l'heure qu'il est? Ben je viens là aussi d'en parler. À l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, la BAE a été lancée, les travaux ont démarré. À Coupé-Zegui, les travaux ont démarré. La zone industrielle de Yopougon, le financement est acquis, donc il reste à lancer les travaux en sélectionnant bien entendu le constructeur. Et Boaké et Yamsokro, le financement est acquis depuis grosso modo 1 mois. Et ça va être lancé aussi. Qui vont être lancés également. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y aura Korogo et San Pedro. Et puis nous espérons vraiment essaimer à travers la Côte d'Ivoire ce projet-là. Renan Noël. D'accord. Monsieur le ministre, je vais poser encore 2 questions. Une première question sur l'ancien programme et une question sur le nouveau programme qui est en cours. L'ancien programme, il y a eu des promoteurs immobiliers très véreux qui ont grugé des milliers de nos concitoyens. Et ce qu'on a pu constater, c'est que des balises ont été posées par le ministère qui, normalement, ne devraient pas aboutir à ce que subissent nos concitoyens. C'est-à-dire que le promoteur, quand il vient, le ministère lui accorde un agrément. Donc, ça veut dire qu'il a la capacité financière, une moralité irréprochable. Et très souvent, on a constaté que le ministère même accompagnait ce promoteur-là. Il légitimait un peu ce dernier-là. Mais beaucoup ont grugé plusieurs de nos concitoyens et aujourd'hui, ils ont disparu dans la nature. Quel est le sort de ces concitoyens qui, aujourd'hui, ont investi pratiquement toute leur économie dans ces projets-là qui sont aujourd'hui sans issue? C'est la première question. La deuxième question concerne le nouveau programme dont vous avez parlé, le projet d'urgence. Il y a un cas qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive récemment, c'est le projet Riyad City, au niveau de Benjerville. Et ce promoteur, tel que vous l'avez expliqué, l'État met à disposition, enfin l'État essaye maintenant d'accompagner ces derniers-là pour atteindre leurs objectifs. Mais ce dernier, on a constaté que non seulement il se pourrait que le site qui devrait servir même à réaliser ces projets-là, il n'a pas pu acquérir ce site-là. Il y a encore un litige sur le site. Et en termes de capacité financière, pour les informations que nous avons reçues, ce dernier n'a pas cette capacité financière. À preuve, il semble qu'il a utilisé... Noël, on va laisser le ministre répondre. Tu poses et tu y réponds. D'accord, donc je vous laisse répondre. Merci. Sur la première question, je pense qu'il y a un amalgame qui est fait entre les promoteurs qui sont agréés par le ministère et des promoteurs libres. Malheureusement, il en existe. Parce que jusqu'à présent, la construction de logements était une activité, entre guillemets, commerciale. Vous pouvez, parce que vous avez des ressources, décider de réaliser une opération immobilière, mettre en location ou vendre, peu importe. C'était une opération commerciale. Mais par contre, nous exigeons, au-delà d'un certain nombre de logements, et le nombre est relativement faible, au-delà de 10 logements, nous considérons que c'est une opération. Donc nous exigeons dans ces conditions-là que vous obteniez un agrément
un agrément promoteur, c'est important, et ensuite un agrément du programme. L'agrément, justement, permet de savoir qui est derrière le projet, quelles sont ses capacités, et de prendre des précautions, puisqu'il y a même une enquête de moralité qui est menée. Donc, tout cela a permis, justement, de sécuriser, en quelque sorte, l'investissement fait par les Ivoiriens. Et je peux vous assurer que ceux qui, aujourd'hui, sont dans un programme agréé avec un promoteur qui a obtenu un agrément en bonne et due forme, sont pratiquement sécurisés. Puisqu'il y a des mécanismes qui sont mis en place avec un compte séquestre qui permettent d'éviter justement que l'argent ne soit utilisé à autre chose. Maintenant, il y a, comme nous pouvons le voir, il y a eu des promoteurs, surtout par le passé, qui malheureusement ont été malhonnêtes, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, avec les acquéreurs et ont disparu. Mais c'est des promoteurs que le ministère ne connaît pas. Sinon, je peux vous assurer que ceux que le ministère connaît, ceux qui ont fait l'objet d'un agrément, et vous faites bien de citer le deuxième exemple, puisque cet exemple, le ministère le connaît. Riyad City qui a obtenu un agrément. Le problème ici, en réalité, ce n'est pas le promoteur qui a failli. Et ça, nous avons suffisamment d'éléments pour vous le dire. Le promoteur a acquis une parcelle d'une trentaine d'hectares, si j'ai bonne mémoire, mais qui est dans un litige qui est plus global de 300 hectares. Ce qui ne lui a pas permis. Et le promoteur en question, il était de bonne foi. Puisqu'il a décidé, plutôt que d'attendre que l'État lui donne une parcelle, d'acquérir une parcelle avec un ACD. Et malheureusement, il y a ce conflit, il y a ce litige qui dure depuis, qui est devant les tribunaux, etc., donc qui l'ont complètement empêché d'avancer dans la réalisation de son projet. Et vous savez très bien comment on réalise un projet. Donc, en gestion de projet, quand vous avez des perturbations, des retards pour ceci, pour cela, qui ne sont pas dans le fil de la réalisation du projet, ben, il y a un moment où vous sortez complètement de votre modèle. Donc, c'est ce qui est arrivé. Je peux vous assurer que les informations que nous avons sur ce promoteur sont plutôt de bonnes informations. Et puis, puisque ce promoteur a été soutenu par notre ambassadeur dans son pays d'origine, qui le connaît très bien. Tout ça, nous avons pris des précautions. J'ai reçu moi-même l'ambassadeur ici pour en parler. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu légèreté sur ce dossier-là. Il y a un litige foncier. Et tant que le litige n'est pas réglé, malheureusement, bon. Monsieur le ministre, en gros, qu'est-ce qui est prévu pour ces souscripteurs depuis une dizaine d'années, par exemple, qui attendent d'être remboursés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Encore une fois, je peux vous assurer que tous les souscripteurs qui sont dans un programme agréé et qui sont avec un promoteur qui a obtenu un agrément, ces souscripteurs-là peuvent être tranquilles. Je vous donne les chiffres. Sur le premier projet, donc celui de 150 000 logements, nous avons eu 76 000 intentions, on peut dire ça, de souscription, 76 000, mais à la fin, il y a eu à peu près 15 000 souscripteurs réels. Sur les 15 000, il y en a 7 100 qui ont demandé à être remboursés. Sur les 7 100, il y en a 4 000 qui sont aujourd'hui complètement remboursés. D'accord. Il s'agit d'une quinzaine de milliards de francs CFA, sur 22 à peu près, qui sont entièrement remboursés. Il y a à peu près 2 000 pour lesquels nous attendons les ressources, parce que les comptes séquestres sont gérés par la banque du promoteur. Donc il y a un moment où c'est la banque du promoteur qui doit nous mettre à disposition les ressources pour faire le remboursement. Et nous sommes en attente de ces fonds-là pour à peu près 2 000. Donc aujourd'hui, en traitement, réellement, nous n'avons pas grand-chose. Voilà, aussi bien en nombre qu'en montant. Et tous ceux qui demandent à être remboursés, ils seront remboursés. Mais en même temps, tous ceux qui restent dans le projet, je l'indique également, seront prioritaires dans le programme d'urgence de 25 000 logements.
Monsieur le ministre, quelles sont les attentes des populations concernant les différents programmes de logements sociaux initiés par l'État de Côte d'Ivoire? On leur a posé la question. On va donc retourner dans les rues d'Abidjan avec Seydou Ouattara. Lorsqu'ils ont annoncé l'initiation des logements sociaux, tout le monde était content. Malheureusement, les citoyens lambda n'en bénéficient pas. Parce que ceux qui ont les moyens, qui souscrivent, bon, j'ai remarqué qu'ils sous-louent après plus cher. Je souhaiterais que le ministère de la Construction, grosso modo l'État, ouvre l'œil sur ce côté, mette un peu de rigueur. Nos attentes sont vraiment nombreuses. Voilà, parce que déjà, il faut dire que les logements, le coût des loyers est vraiment élevé. Donc si l'État vient nous aider en nous proposant des logements sociaux, il faut que ces logements soient vraiment à des coûts accessibles à tous. Voilà, parce que là encore, si le coût est élevé, ce n'est pas évident qu'on soit à mesure de les prendre. Jusque-là, ça revient toujours aux personnes qui ont les gros moyens. Parce que pour moi, il sera souhaitable que les gens vont s'inscrire auprès du ministère de la Construction pour pouvoir être des acquéreurs. Parce qu'actuellement, on va s'inscrire auprès des sociétés de construction, des sociétés immobilières qui construisent des maisons et puis qui essaient de revendre plus cher. Bon, par exemple, quand tu vas là-bas, on te dit de prendre en 2 tranches, 20% à l'achat et les 80% sur 2 ans. Bon, ça n'arrange pas du tout. Même si tu gagnes 500 000, 1 million par mois, tu ne peux pas. On attend ça depuis fort longtemps. Si le coût est bas, ça peut aller. La construction de logements sociaux, c'est une bonne initiative. En tout cas, si c'est fait de façon générale, dans presque toutes les villes, je pense que ça peut arranger la population. Monsieur le ministre, vous avez entendu les populations. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ceux-là? Non, les récriminations que nous avons entendues concernent justement ce qui s'est fait jusqu'en 2023, grosso modo. Je l'ai dit, à l'époque, la volonté était réelle de faire contribuer le secteur privé, surtout le secteur privé ivoirien. Donc c'était ça le projet, de faire en sorte que des Ivoiriens investissent dans le logement, apprennent et puis grossissent à un moment donné. Bon, il se trouve que malheureusement la mayonnaise n'a pas pris. Très peu des sociétés de l'époque ont réussi vraiment à construire le nombre de logements pour lesquels elles s'étaient engagées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je l'indiquais, c'était un mode de financement qui était relativement contraignant pour le promoteur. C'est le promoteur lui-même qui devait rechercher le financement et c'est le promoteur lui-même qui devait commercialiser. Dès lors que vous mettez ces deux choses-là ensemble pour un acteur privé, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il fasse du social. Donc là, je suis obligé de parler un peu cash. On me dira que ce n'est pas politiquement correct, mais ça a malheureusement un peu dévoyé la vision qu'il y avait derrière ce projet. Et c'est ça qui a été corrigé en 2023, je le répète, c'est ça qui a été corrigé. Puisque désormais, nous avons la Commission nationale d'attribution des logements sociaux qui a été mise en place par décret. Dans cette commission, il y a une vingtaine de membres, vraiment même des représentants de la société civile. On a mis des représentants du ministère en charge de la solidarité, d'autres ministères, etc. Donc c'est vraiment une commission qui va travailler de façon indépendante pour définir les critères et puis ensuite déterminer qui sont les acquéreurs. C'est ça. Donc les choses seront plus transparentes et les logements vont aller aux personnes qui sont directement concernées. 3 questions, Monsieur le ministre, pour terminer. 3 questions des téléspectateurs. Monsieur Zogbe d'Orgelès nous dit que c'est normal est-ce que c'est normal qu'une personne construise un R+3 ou 4 à côté des habitations ou des maisons basses? Première question. Thio de Yamsoukro nous dit, Monsieur le ministre, nous qui avons les attestations villageoises, que devons-nous faire pour obtenir l'ADU? C'est la deuxième question. Et la dernière, pour ce soir, par code QR, c'est Monsieur le ministre, qu'en est-il de la suite des recensements des propriétaires de lots sur les lotissements non approuvés? Est-il encore possible de faire les recensements? Et on va terminer là-dessus. Sur la première question,
Oui, je reviens un peu à ce que je disais quand nous étions sur le point sur l'adressage. Nous avons un urbanisme qui est encore très dynamique, qui est encore très évolutif. Et nous avons besoin aujourd'hui de densifier certaines parties de la ville d'Abidjan. Et effectivement, il y a des zones où il n'y avait que des villas. Et aujourd'hui, nous encourageons la construction d'appartements, donc de bâtiments en hauteur, en R+3, en R+4, 5, etc. Donc dans pratiquement tous les nouveaux quartiers d'Abidjan, nous encourageons la construction en hauteur, parce que c'est malheureusement la tendance dans le monde entier et la Côte d'Ivoire ne fera pas exception en cette matière-là. La deuxième question, celui qui a déjà une attestation villageoise, comment arriver à l'ADU? Je vais le ramener à une circulaire qui est sur tous nos sites, qui est une circulaire du 1er avril 2025. Qui décrit très clairement toute la procédure à suivre par quelqu'un qui avait déjà une attestation villageoise et qui souhaite arriver à l'ACD. Donc, il ne passe pas forcément par l'ADU. Voilà, il ne passe pas par l'ADU qui répond à une toute autre logique. Et la troisième question, c'est le recensement des lotissements non approuvés. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons plus ou moins un ordre de grandeur. Et nous sommes en train de travailler pour la mise en place des commissions départementales de régularisation. Ce sont ces commissions qui vont travailler avec tous les acteurs concernés, donc les maires, les communautés villageoises, les détenteurs de droits coutumiers, etc., pour nous faire des propositions d'approbation. Et c'est sur la base des conclusions qui viendront de ces commissions-là qu'au niveau central, nous prendrons des décisions d'accompagnement de tel ou de régularisation, pour être plus précis, de régularisation de tel ou tel lotissement. Mais tout cela, c'est un coût relativement élevé. C'est du travail très important à faire par des urbanistes, par des géomètres experts, etc. Donc, nous travaillons avec tout cela. C'est une masse de travail qui est relativement importante. Donc, et à l'échelle de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai indiqué, c'est à peu près 2000 lotissements, ce qui fait que ça ne se fera pas par un claquement de doigts. Mais nous sommes sur le processus. D'accord. Et pour terminer, et ces bailleurs qui augmentent abusivement les loyers, Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Mais là aussi, il y a des mesures qui existent. C'est le recours à la loi. La loi aujourd'hui dit quoi? La loi, premièrement, sécurise les conditions d'accès au bail à usage d'habitation. Simplifie ces conditions d'accès en limitant à 2 mois comme vous le savez, la caution et les mois d'avance. Deuxièmement, quand vous entrez, quand vous avez signé un contrat de bail, pendant 3 ans, je dis bien, le bailleur ne peut pas changer les conditions du bail. S'il change avant les 3 ans, mais vous portez plainte. D'accord, le 1378. Voilà. Et voilà, au 1378. Non, même devant la justice, puisque c'est une loi. Donc, c'est une loi, il y a une infraction, donc vous pouvez porter plainte. Voilà, et sur cet aspect, et même après un changement, c'est-à-dire après le dernier changement de loyer, il faut attendre 3 ans pour un autre changement. Donc, toutes les sécurités ont été données, mais tout ça est dans la loi. Merci. Il faut qu'elles soient appliquées et nous invitons les Ivoiriens à faire respecter leurs droits. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Noël Konan. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Sauf si vous me permettez de faire une conclusion. Allez-y, mais en 20 secondes. Non, c'est vraiment, en 20 secondes, c'est rassurer les Ivoiriens. Et rassurer les Ivoiriens sur le fait que toutes les mesures que nous avons prises sont des mesures pour améliorer leur cadre de vie. Nous travaillons sur les règles d'urbanisme, nous travaillons sur le lotissement, nous travaillons sur le foncier, nous travaillons sur la construction, nous travaillons sur le logement, tout cela pour que l'Ivoirien, même le moins nanti, puisse se loger décemment, puisse être dans un cadre de vie qui soit plus agréable, qui soit plus harmonieux, qui soit plus efficace, etc. Et toutes les lois qui ont été mises en place ont besoin d'être connues, ont besoin d'être connues par les uns et les autres. Nous les invitons à aller sur nos sites et à comprendre leurs droits, à comprendre ce qui leur est accordé par l'État et éventuellement à se plaindre si leurs droits ne sont pas respectés.
Merci. Merci encore de nous avoir invités. Merci beaucoup, Noël Conan. Le foncier, le bâti, le logement, ce ne sont pas des dossiers, vous vous en êtes rendu compte, ce sont des vies. Ce n'est pas seulement du béton et des papiers, ce sont des familles qui veulent vivre en paix, à l'abri et dans la dignité. Après ce débat, après cet échange avec le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui, au quotidien, met en œuvre des réformes pour améliorer notre cadre de vie, une vérité demeure. Chaque terrain, chaque immeuble, chaque clé doit raconter une histoire de dignité. Merci à tous de nous avoir suivis. RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire, toujours. Mon équipe, toujours. Belle équipe avec Aficiata Dosso Karamoko, ma rédactrice en chef. Awa Savadogo, ma réalisatrice. Bienvenue Kwao, Elvis Kamate, Marietta Langba. Afoué Sanogo, Brice Loukou et Regina Zogbo. Et bien sûr, toute la vingtaine de techniciens et autres collaborateurs. Bonsoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de RTI 1 Reçoit.